D'après des sources fiables, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'Iran et les États-Unis sont en discussion. Apparemment, au niveau présidentiel, il y aurait même la possibilité d'un accord, du type « on pourrait être proche d'un mémorandum d'entente ». Ce ne serait pas la fin de la guerre, mais ce fameux protocole dont on a peut-être entendu parler, qui permettrait au moins de dire « instaurons un cessez-le-feu de 60 jours, avec certaines conditions ». L'élément absolument central, comme auparavant, c'est la question du Liban et celle du détroit d'Ormuz. Il y a d'autres points aussi, mais ces deux-là sont essentiels. Les échanges financiers et les sanctions figurent également très haut sur la liste. Les deux points essentiels, c'est d'abord le contrôle iranien du détroit d'Ormuz et ensuite la fin de la guerre au Liban. Ce qui veut dire que le président Trump va devoir faire tout ce qu'il faut pour dire au camp israélien d'arrêter cette guerre. C'est ça, l'enjeu ici. Alors, l'une des déclarations récentes de Dan Hoffman sur Fox News, c'était il y a quelques jours, montre bien qu'il fait partie de ce groupe opposé à toute forme de règlement négocié. Un peu comme ceux qui refusent tout accord dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces gens-là restent farouchement opposés à toute solution qui ne passerait pas par la destruction du camp ukrainien, comme il l'a lui-même dit. C'est très difficile pour nous de poursuivre des négociations sans ça. Quand l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, il dispose d'un énorme levier. En ce moment, le régime est entre les mains du général Vahidi et des durs de l'IRGC, et ils avancent clairement vers leurs objectifs stratégiques. Il faut se rappeler que l'Iran est un peu un partenaire junior, mais qu'il fait partie de l'axe des dictatures étroitement alignées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Pour la Russie comme pour la Chine, l'Iran cherche à réduire, voire à éliminer complètement, l'influence américaine au Moyen-Orient. C'est en partie ce qui motive tout cela. Je ne vois pas comment on pourrait redescendre par la voie des négociations sans nouvelle frappe militaire. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on va devoir reprendre les frappes. Si on veut arriver à un point où nous avons le levier nécessaire pour obtenir l'accord que nous voulons, un accord meilleur que le JCPOA, celui sur lequel le président sera jugé, et sans doute son héritage en politique étrangère, je pense que ça pourrait bien se profiler à l'horizon. Allons, enfin, dis la vérité au moins. Je suis désolé de le dire. Non, en fait, tu n'es pas désolé de le dire. Tu veux ça. Et tous ceux qui te soutiennent en rêvent aussi. Ils veulent qu'on revienne à des opérations de combat. Alors que franchement, d'un point de vue militaire, il n'y a aucune chance que ce retour à la force armée donne le résultat que tu espères. Et cette espèce de fantasme, selon lequel tu pourrais obtenir un accord de négociation meilleur que le JCPOA, passe complètement à côté de plusieurs points essentiels. Le premier et le plus important, c'est « tu te moques de moi ». Tu l'avais entre les mains. C'était bouclé, le 26 février de cette année. On vous l'avait offert sur un plateau d'or. C'était négocié par le médiateur d'Oman, le ministre des Affaires étrangères. Ils vous l'ont littéralement mis dans la main. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de l'accepter. C'était vraiment un accord meilleur que le JCPOA. Mais non, vous ne pouviez pas. Vous étiez obsédé par votre guerre. Vous avez jeté à la poubelle un accord négocié, meilleur que le JCPOA, et vous avez eu votre guerre. Et là, vous avez prouvé ce que je disais déjà aux gens, qu'on n'a pas la capacité militaire de vaincre cet ennemi uniquement avec des bombardements. Et on ne l'a toujours pas. Mais ces gens-là sont complètement myopes sur ce sujet, et ils ne verront jamais la moindre possibilité d'un accord. Alors, quand vous les entendez dire qu'ils veulent un accord meilleur que le JCPOA, ce qu'ils veulent en réalité, c'est que l'Iran se rende et qu'en échange, on ne leur donne rien. Qu'ils disent simplement « D'accord, reprenons l'accord que vous aviez le 26 février. Et quoi, on s'en va ?» Les Iraniens ne sont pas idiots. Ils ne peuvent pas nous faire confiance,
pas plus loin qu'ils peuvent nous jeter. Ils savent très bien que si eux faisaient ce qu'il a suggéré là, s'ils rendaient à Trump l'accord du 26 février en disant « Bien sûr, tout ce que vous demandez, vous pouvez l'avoir », le détroit d'Ormuz serait rouvert. Il ne ferait pas payer de droits de passage. Il ne demanderait pas la levée des sanctions. Il ne réclamerait pas les fonds gelés. Il donnerait même la poussière nucléaire. Il ferait tout ça, tout en restant au pouvoir. Et si c'était la seule chose qu'il disait et qui ne nous plaisait pas, alors on dirait non. Et on pourrait faire une pause, parce qu'on se dirait, bon, rouvrons le détroit, faisons à nouveau circuler un peu de pétrole et limitons les dégâts à venir. Est-ce que quelqu'un est assez naïf pour croire qu'un peu plus tard, 6 mois, 6 ans, peu importe combien de temps, Israël et les États-Unis ne se diront pas « Bon, on a bien réfléchi, on a reconstitué nos réserves, maintenant on y retourne, on termine le travail, on les élimine une bonne fois pour toutes, on fait tout exploser, et après ça, on contrôle tout. » On aura leur pétrole. On reviendra à l'époque du Shah, tu vois. En 1953, quand on a organisé ce coup d'État et qu'on a mis notre homme en place, le Shah d'Iran, qui a fait passer tout l'argent dans les caisses de British Petroleum. Est-ce que quelqu'un pense que ça ne se reproduira pas? Parce que je peux te garantir qu'en Iran, personne ne croit que ça ne se reproduira pas. D'ailleurs, je vais passer un extrait. Il date du mois de mai, mais il est tout aussi important aujourd'hui. Voici ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, à propos de la confiance nécessaire. Reprenant ce que vous avez entendu de Sergueï Lavrov sur le fait de conclure un accord, même avec la moindre chance qu'on tienne réellement parole. La question la plus importante en ce moment, c'est celle de la confiance. Nous ne pouvons absolument pas faire confiance aux Américains. Donc tout doit être précis, tout doit être défini très clairement avant qu'on puisse conclure un accord. Et il est évident que ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le plan militaire, ils ne pourront pas l'obtenir à la table des négociations, à moins qu'on parvienne à une solution gagnant-gagnant. Une solution gagnant-gagnant. L'Iran, et c'est assez surprenant, est encore prêt à dire « on va négocier ». Ils sont disposés à s'engager dans une démarche diplomatique où chacun donne quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. D'une certaine manière, ils sont encore prêts à le dire. Mais ce qu'ils ajoutent, c'est que compte tenu de la perte de confiance provoquée par tout ce qui s'est passé avant, et je ne vais pas tout répéter ici, faire semblant de mener une diplomatie tout en menant la guerre. Tout ça, malgré tout, ils disent « D'accord, mais à condition que vous nous donniez quelque chose dès le départ. » Et ce qu'ils demandent, c'est un allègement des sanctions sur le secteur énergétique, la libération d'un certain pourcentage des milliards de dollars de fonds gelés, et enfin, la reconnaissance du fait qu'ils conserveront le contrôle administratif, avec les droits de passage, sur le détroit d'Ormuz. On n'abandonnera jamais tout ça. Et peut-être même, d'après certains invités qu'on a reçus ici, la question la plus importante, Nima al-Hurshid, c'est celle du Liban. Ça doit faire partie de l'accord. Il faut que cette guerre soit écartée avant qu'on entre dans cette phase où ils accepteront de parler du dossier nucléaire. Et, étonnamment, à la surprise générale, ils sont encore prêts à discuter de beaucoup de ces sujets, mais seulement s'ils voient, dès le départ, qu'on est prêt à faire quelque chose pour obtenir quelque chose ou à donner quelque chose, dans ce cas précis. Mais ils disent que cette fois, il faut d'abord obtenir quelque chose avant de pouvoir vous donner autre chose plus tard. Donc il faut leur faire confiance, et c'est à vous de voir si ça avance vraiment comme ils le prétendent. Hier soir encore, il y avait ce titre sur Al Jazeera. Le Hezbollah rejette la trêve tandis qu'Israël poursuit ses frappes au Liban. Alors,
Pendant qu'on nous dit, et que certaines sources au plus haut niveau de la Maison-Blanche me confirment qu'on est tout près de cet accord, ce fameux protocole d'entente, on voit bien qu'Israël fait tout pour saboter ce processus, pour empêcher qu'un règlement négocié voie le jour. Et donc, vous voyez, le Hezbollah a accepté l'idée d'un cessez-le-feu, mais seulement si c'est un cessez-le-feu complet et réciproque, comme le dit aussi l'Iran. Israël, lui, continue les frappes. Et ensuite, on entend dire « Ah, mais c'est une riposte ». Sauf, aucun des deux camps n'est prêt à s'arrêter. Le Hezbollah a d'ailleurs déclaré depuis longtemps qu'il n'y aurait plus de fausses négociations. À chaque frappe, ils répondront par une contre-attaque. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. Mais vous voyez, Israël agit comme il l'entend, et il n'a pas l'intention de mettre fin à cette guerre. Alors si on n'arrive même pas à régler cette première étape, comment espérer avancer vers les autres, qui sont encore bien plus difficiles? Vous avez entendu Dan Hoffman se moquer de l'idée qu'il faudrait faire mieux que le JCPOA. Et si vous me dites que l'une des premières déclarations publiques va être qu'on va débloquer 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens, eh bien, par définition, c'est pire que le JCPOA. Parce que, si je me souviens bien, à l'époque, c'était 1,7 milliard de fonds gelés qui avaient été versés à l'Iran. Alors, si vous n'arrivez même pas à franchir la première étape, et que déjà, de votre propre camp, on se moque de la deuxième, comment voulez-vous atteindre la troisième, la quatrième ou même la suite? Donc très probablement, on va continuer comme ça. L'Iran va continuer à bloquer toutes nos sources d'approvisionnement en pétrole allié et à empêcher la sortie des siennes. Et l'économie mondiale, elle, va continuer à en souffrir. Alors, si on s'arrêtait là, ce serait une situation dramatique et il n'y aurait pas beaucoup d'espoir. Mais attendez, j'ai encore un petit quelque chose à vous montrer. Ces élites occidentales assoiffées de guerre, dont je dis depuis longtemps qu'elles sont une espèce en voie de disparition, accélèrent leur propre chute, parce qu'elles vont nous faire énormément souffrir, nous, les Américains et les Occidentaux. Et les Israéliens eux-mêmes vont énormément souffrir à cause des actions de ces élites aveugles, de ces gens obsédés par la guerre, avides d'argent, complètement dominés par la cupidité. Ils veulent nous faire croire que peu importe ce qu'on a sous les yeux, vous voyez ce gobelet en carton là? Eh bien, ce n'est pas un gobelet en carton. C'est un sac d'or. N'est-ce pas merveilleux? Regardez ce sac d'or. Et n'importe quelle personne normale réagirait en disant « Mais de quoi parlez-vous » C'est un gobelet en carton. Mais non, ces élites sont devenues tellement déconnectées de la réalité qu'elles pensent que, parce que des mots sortent de leur bouche, vos yeux vont quelque part dans vos calculs mentaux se transformer et que vous allez voir ça et vous convaincre que c'est un sac d'or. C'est vraiment ce qu'elles croient. Mais ces jours-là touchent à leur fin parce qu'il y a une vraie douleur à se forcer à croire que c'est un sac d'or quand on sait très bien que c'est un gobelet. Surtout après ce qui s'est passé ici, avec le détroit qui a été fermé. À chaque fois que vous allez faire le plein, ça nous fait du mal. Et encore, c'est le moindre de vos soucis par rapport à ce qui arrive sur le plan économique, à cause de toutes les répercussions en chaîne que ça entraîne. Et ça, ils ne pourront pas le cacher. Mais visiblement, ils n'ont pas encore reçu le message. Et voilà, le Wall Street Journal. Condoleezza Rice, tout ça. Regardez ce que les États-Unis auraient accompli en Iran. D'après le sous-titre, le régime serait beaucoup plus faible. Combien de fois vont-ils continuer à répéter ces mêmes absurdités? Et le temps serait du côté des États-Unis et de leurs alliés. Et puis, dans l'article, elle écrit que cela a rapproché l'Amérique, Israël et les États arabes. Cette guerre nous aurait rapprochés? Vous n'avez pas lu les gros titres, ou quoi? Rapprocher les États arabes? Ils sont furieux contre nous. Ils nous ont refusé à plusieurs reprises les droits de survol pour poursuivre cette guerre. De quoi parlez-vous quand vous dites que ça nous rapproche?
Ils ont été mis à rude épreuve. Les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP, donc même là-bas, tout est en train de se fissurer. Et pourtant, vous voulez dire, regardez un sac d'or. Bon, elle n'a pas fini. Revenons à ça. On nous dit que tout ça nous a rapprochés grâce à la coopération en matière de défense et au partage du renseignement. Dans ce sens, Israël n'aurait jamais été aussi en sécurité. Allons donc, Seigneur Tout-Puissant. De quoi parlez-vous? Vous avez vu les destructions physiques en Israël. Vous avez vu la diminution de leur stock de missiles intercepteurs. Vous avez vu les faibles taux d'interception réels de leur système Arrow, Iron Dome, David Sling et tous ces dispositifs, sans parler de nos propres systèmes THAAD et PAC-3. Vous n'avez rien vu de tout ça? Tout ce qui se passe montre qu'Israël est aujourd'hui plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Et si on reprend les opérations de combat, comme Dan Hoffman le réclame avec insistance, les dégâts pour Israël seront au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce sera bien pire que ce qu'on a déjà vu. L'Iran a été très clair. Quand ils disent qu'ils ont une cible, on peut les croire. C'est une cible, surtout quand il s'agit de guerre. Ils ont toujours fait ce qu'ils annonçaient. Ils peuvent mentir sur certaines choses, exagérer sur d'autres. Mais quand ils disent qu'ils vont frapper et qu'ils publient des listes d'objectifs, ils le font. Et nous, on n'a pas réussi à les en empêcher. Alors arrêtez de mentir là-dessus. Mais voilà ce qu'elle dit. Ensuite, elle poursuit. La guerre a montré que les dirigeants du régime iranien étaient physiquement vulnérables face à la puissance militaire américaine et aux renseignements de ses alliés. Elle a aussi montré que même si l'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz, cette capacité reste limitée. Vous avez vu le prix du pétrole aujourd'hui, Madame la secrétaire? Il est un peu plus élevé qu'avant le début de cette guerre que nous avons choisi de lancer. Et le vrai prix, le prix au comptant, est bien plus haut encore. Même le prix sur le papier, d'après tous les experts, qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme auprès de ceux qui veulent bien entendre la vérité, même ce prix-là est sur le point de grimper en flèche. Parce que nous sommes en train d'épuiser nos réserves stratégiques de pétrole, ce qui à elle seule met en danger l'avenir de nos économies. Au moindre nouveau choc pétrolier, tout se retourne contre nous, tout joue en faveur de notre affaiblissement. Et elle continue d'appeler ça de la force. Mais elle n'a pas fini. En résumé, l'Iran est aujourd'hui bien plus faible qu'il ne l'était en février. Aucune propagande iranienne ne peut masquer cette réalité. Mais apparemment, il ne manque pas de fiction de pouvoir. Ce n'est même pas de la propagande. La propagande, au moins, doit paraître plausible pour être crue. Franchement, rien que dans le passage que je viens de vous lire, elle est complètement déconnectée de la réalité. Et c'est dans le Wall Street Journal, une ancienne secrétaire d'État, toujours influente dans la politique républicaine. Vas-y, prends la parole. Et vous savez, j'aurais pu citer toutes sortes de gens. Le général Kellogg, Mike Pompeo, Jack Keane, Rebecca Heinrichs, la liste est longue. Tous ces gens qui réclament de retourner au combat, alors que je vous ai montré clairement pourquoi ce serait désastreux pour nous. Et tout ça, franchement, m'a presque fait sourire. On y lit qu'en gros, même si l'Iran fermait le détroit d'Ormuz, ce ne serait pas si grave, juste une gêne, rien de plus. Mais non, c'est un problème majeur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans une telle difficulté financière. Et pourquoi vous payez parfois, comme ma femme l'a fait récemment, $100 pour faire le plein d'essence. S'more me. Parce que le détroit est fermé. Donc oui, c'est un vrai problème. Et c'est justement pour ça qu'on n'est pas retourné à la guerre. C'est la raison pour laquelle on a arrêté les combats et accepté un cessez-le-feu au départ. On savait très bien que militairement, on ne pourrait pas leur arracher ça des mains. On a essayé, on a échoué. Et nos chefs militaires disent à la Maison-Blanche qu'on ne pourra pas le faire si on y retourne. Alors, quel sens
ça aurait de dire qu'on a déjà épuisé d'énormes pourcentages de tous nos missiles de croisière JASSM, de nos missiles de croisière longue portée, des Tomahawk, des intercepteurs THAAD, des intercepteurs PAC-3. On a tout consommé, et on peut même ajouter pas mal de missiles ATAC-MS à longue portée à la liste. On a épuisé une énorme partie de nos stocks, qu'on ne pourra pas reconstituer avant des années. On a échoué à rouvrir le détroit d'Ormuz. Et depuis, toutes les informations des services de renseignement le confirment. La grande majorité des missiles iraniens, de leurs usines de production, de leurs vedettes rapides, tout ça reste parfaitement opérationnel. Beaucoup ont même retrouvé leur niveau d'avant le début de cette guerre. Et vous savez quoi? Vous allez repartir avec les mêmes missiles, contre les mêmes cibles, en espérant un résultat différent? Ça n'arrivera pas. Vous pouvez appeler ça un trésor, un sac d'or, peu importe. Mais en réalité, ces faits vont s'imposer à vous et nous écraser, tous autant que nous sommes, à tous ceux qui croient et agissent selon ce que vous dites. Voilà la vérité, mes amis. Voilà où on en est. J'espère que quelque chose va changer pendant la nuit et que peut-être le président Trump se dira « Vous savez quoi? Oublions toutes ces bêtises que les gens racontent et tous ces va-t-en-guerre. Ils vont me couler et je vais me retrouver à porter toute la responsabilité. Tout le monde va m'en vouloir. » Peut-être qu'il pourrait, pour une fois, agir par pur intérêt personnel. Et là, je me dis « Oui, Monsieur le Président, allez dans cette direction, parce que c'est ce qui arrivera de toute façon, quoi que vous essayiez de faire, et tout pourrait s'effondrer. Peut-être qu'il le fera. Je l'espère, parce que sinon, on va avoir de gros problèmes. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci à tous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de The Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.